Oui, monsieur le ministre, merci. Je suis Jean-Paul Oro, journaliste, président de l'Union des journalistes ivoiriens de Côte d'Ivoire. Merci de nous accorder ce petit instant d'un échange avec mes confrères. Voilà. Nous espérons ne pas dépasser 30 minutes. 30-45 minutes, ce sera le maximum. Donc, des questions précises. Voilà. On se présente, on présente son organe et on pose sa question. L'échange est ouvert de votre organe. Je suis Parfait Ngakoua, de France Afrique Média, un média web basé à Paris. Un média web beaucoup suivi en Afrique parce que dernièrement nous avons réalisé un documentaire vous concernant. On n'a pas attendu que vous lanciez cet appel de soutien pour vous accompagner déjà sans contrepartie. Et ce documentaire est en ligne, suscitant un fort engouement. Malheureusement, nous étions confrontés à un problème de verrouillage de votre entourage parce qu'on a plein de contacts. Seul M. Esso a tenté quand même de m'ouvrir la porte. Voilà pourquoi je suis ici. Et je suis très émotionné de vous rencontrer. Première impression, c'est votre adresse de tout à l'heure. Vous avez beaucoup plus mis l'accent sur Ivoirien, ça veut dire le bien-être du citoyen ivoirien. Est-ce que cela ne peut pas être compris comme un peu un discours teinté de nationalisme, que de dire Ivoirien avant tout le monde? Est-ce que ça ne va pas être mal compris? Voilà ma question. Mais mon projet s'articule autour de l'épanouissement de l'Ivoirien. Donc, je ne peux pas empêcher mon nationalisme. Moi, j'ai souffert d'une chose, le manque de nationalisme économique en Côte d'Ivoire. On ouvre plus facilement la porte à une entreprise qui vient de l'extérieur qu'aux entreprises locales qui participent à la vie économique et qui sont là contre vents et marées. Contrairement à ceux qui viennent par opportunité et qui repartent dès que la tempête s'annonce. Donc, si on veut avoir une nation forte, il faut avoir les moyens de sa politique. Et pour avoir les moyens de sa politique, il faut être économiquement fort. Si vous voyez que les Américains parlent beaucoup, c'est parce qu'ils savent que derrière, ils ont les moyens de leur politique. Et pour avoir les moyens de sa politique, il faut une nation économiquement forte, une nation économiquement forte, une nation économiquement forte. Ce sont des nationaux qui eux-mêmes sont économiquement forts. C'est pour ça que je défends cet aspect-là. Donc oui, si on me targue de nationalisme, je dirais il n'y a pas de problème, je suis nationaliste. Et j'assume. Et je ferai en sorte que les entreprises ivoiriennes soient plus fortes. Moi, je souhaite voir des groupes comme le mien entre les mains d'Ivoiriens, mais par centaines ou par milliers de mains. Et là, on sera fort. Voilà. Je suis M. Charbadé, du journal Pratiquement et Ivoire du Christ. Je veux savoir, vous êtes militant du PDC, de la façon que vous créez ce qu'on appelle le PCP, le parti. Et lorsque vous avez expliqué le but que vous avez dit, franchement, de votre politique, comment est-ce qu'on fait pour être élu, sachant très bien qu'on fait partie réellement d'un parti politique aujourd'hui, dont les candidats, en fin de compte, dont le président, franchement, du parti, que vous connaissez très bien, qui s'appelle le comment est-ce que vous allez faire, franchement, pour être élu? Parce que c'est pas. Non, je l'ai dit avant, j'étais candidat, moi j'ai annoncé ma candidature depuis 2021. En 2021, il n'était même pas encore entré au pays. Donc c'est pas nouveau. Donc, et je le dis, il faut faire attention, c'est pas moi le trouble fait, c'est peut-être lui. Parce que moi, ma candidature est annoncée, elle est programmée, je travaille dessus depuis. Maintenant, je dis, une candidature naturelle d'un président du parti, c'est obsolète, c'est vieux jeu. Disons-nous-le franchement, je donne l'exemple des États-Unis, je peux vous donner plein d'exemples. À part dans les régimes parlementaires où c'est le leader du parti qui devient Premier ministre, dans les régimes présidentiels, c'est fini. De lecture. La deuxième remarque que je voulais faire aussi, c'est que quand vous avez fait la proposition tout à l'heure, s'agissant des véhicules de moins de 5 ans qu'on devait faire entrer en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un dispositif qui existe déjà concernant les familles qui rentrent définitivement. Donc il faudrait
creuser pour voir un peu plus si votre proposition est nouvelle ou bien si vous enfoncez déjà une porte ouverte. Ma proposition est nouvelle en ce sens que je veux favoriser l'accès aux véhicules neufs aux Ivoiriens qui existent en Côte d'Ivoire. Il faut bien dire tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut qu'un véhicule neuf en Côte d'Ivoire ne soit pas plus cher en Côte d'Ivoire qu'en France ou ailleurs. Voilà. D'accord. Non, monsieur, c'était pas la précision, je l'ai dit là-bas. Je l'ai dit, donc vous n'avez pas écouté tout. Précision pour moi. Oui, ok. Est-ce que vous avez la sensation nette que la génération à laquelle vous appartenez, celle du soleil de l'indépendance, vous êtes bien en 64, et sommet à sommet, cette génération? Non, j'ai le sentiment. Est-ce que vous avez la sensation nette que votre père a sonné en tant que membre de la génération des soleils de l'indépendance, en fait, des années après l'indépendance, en termes de sur le plan politique? C'est le tour de la génération de ceux qui n'ont pas connu la colonisation. Voilà. Donc, Alassane Ouattara, Bédié, ils ont connu une Côte d'Ivoire colonisée. Babou, tout ça. Ils étaient adolescents quand elle était colonisée. Nous, on n'était pas nés. Donc, c'est notre tour de gérer une Côte d'Ivoire libre de toute contrainte. Oui, donc Georges Aka, directeur de publication de Abidjan for All et Télé for All. Donc, c'est un média en ligne. Vous êtes candidat aux élections présidentielles pour 2025 et je suppose que vous avez déjà un programme prévu en matière d'industrialisation et d'économie. Vous-même, vous êtes dirigeant d'une entreprise dans l'industrie agricole, donc vous êtes un des responsables, ou le premier dirigeant. Et nous savons que la Côte d'Ivoire est une économie basée sur l'agriculture. Ça nous a été répété depuis quand on était petit jusqu'à maintenant. On sait qu'il y a eu des gisements de pétrole découverts au large des côtes ivoiriennes et la gestion opaque justement de ces gisements-là fait que l'Ivoirien lambda ne sait pas quelle est la contribution justement de ces gisements-là dans l'économie ivoirienne. Est-ce que vous avez, un plan pour... D'abord, quel est votre avis sur la question? Et est-ce que vous avez un plan pour la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le changement du modèle économique pour passer d'une industrie basée sur l'agriculture vers une industrie basée sur de nouveaux minéraux comme l'or, le diamant, etc. et le pétrole également? Bien sûr, d'abord que j'ai un projet de société et c'est un projet qui est mûri depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que j'ai eu une position des plus favorables qui était celle à la Chambre de commerce et d'industrie. À partir de là, toutes les données statistiques, toutes les études antérieures et les études prospectives, moi je les ai sous la main. Donc j'ai travaillé dessus longuement et elles sont constamment mises à jour. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que avec moi, il y aura transparence. Vous saurez exactement le point des recettes, combien nous rapporte le pétrole, combien nous rapportent les mines, tout ça, ce sera connu. C'est un monde de transparence. L'opacité dont vous parlez, on va la mettre de côté totalement. Le seul endroit où il y aura l'opacité et le secret, c'est précisément dans tout ce qui est sûreté nationale, et là où on ne divulgue pas des plans d'attaque ou de contre-attaque, c'est tout. Est-ce que vous voulez changer le modèle, passer d'une économie agricole vers une économie industrialisée? Ça se fait naturellement déjà. Déjà, faut pas croire que c'est le secteur agro-industriel qui est constamment celui qui rapporte le plus. Selon le cours de certaines matières premières, c'est plus ou moins tel ou tel secteur. Et il est arrivé à un moment donné en Côte d'Ivoire, quand on faisait même 50 000 barils jour, que le pétrole qui avait flambé à 140 $ le baril, eh bien, on était passé devant le cacao. Mais ça, c'était pas connu. Je suis Tibé Kipouré de l'Inter. Et deux questions précises. La Côte d'Ivoire, c'est possible. Vous le disiez tantôt dans votre allocution. Est-ce votre slogan de campagne et quel en est le contenu exact? La deuxième question, vous venez de dire aussi dissocions le président du parti candidat à la présidentielle. Vous voyez-vous candidat à la présidentielle et M. Thiam, président du parti? Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des Ivoiriens? Alors, première question, est-ce mon slogan? Non, je n'ai pas encore de slogan de campagne, on n'est pas encore en campagne, la campagne n'est pas ouverte. Donc,
Donc, cette question j'ai plein de slogans qui me viennent naturellement. Là, vous voyez aussi la Côte d'Ivoire qu'on aime. C'est pas un slogan de campagne, mais bon. Hein? Sur la dissociation, j'ai donné mon point de vue là-dessus. Je dis que moi, je suis pour la dissociation. Parce que c'est ce qui est moderne. Il faut qu'on soit honnête. Vous allez au Ghana voisin, ils font des primaires, il y a le système de bipartisme. Hein? Vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Dans les régimes présidentiels, les présidents de partis ne sont pas candidats. Et c'est ça la gestion moderne d'un parti politique. C'est tout. Et j'ai même dit, le PDCI continue avec un vieux logiciel et c'est mauvais parce que à chaque élection, on perd du terrain. Et c'est pour ça qu'on venait pour moderniser cela. Il y en a qui veulent le faire autrement, bon. Bonjour, monsieur le ministre Jean-Molière, Continent Média, vous êtes industriel. Qu'est-ce que vous faites pour le pouvoir d'achat? Et deuxième question, qu'est-ce que vous faites pour la gestion des déchets ménagers? Est-ce que vous avez augmenté le SMIC? Je précise ma question. Alors, le pouvoir d'achat est lié avec la pauvreté que nous avons. Le premier souci, c'est la pauvreté. Pas suffisamment de personnes qui ont un emploi. Donc, votre pouvoir d'achat, il sera toujours trop faible, voire nul, tant que vous n'avez pas de revenus. Donc, la réponse à ça, c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui obtiennent un emploi. Là, ces personnes ont un pouvoir d'achat faible ou fort. Mais quand vous avez presque 30% de chômeurs, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Il y a toujours ce débat avec l'État qui vous dit « Non, on a 2% de chômeurs ». C'est faux. On est plus près de 26%, 30% que des 2%. Parce qu'ils prennent la définition du Bureau international du travail qui dit « une personne qui n'a pas d'activité ». Et moi, je leur réponds « Mais vous pensez que la personne qui vend un sachet d'eau au feu rouge ou bien une orange, c'est un emploi qu'elle a ?» Ils me disent qu'elle a une activité. Je dis non, elle est dans la survie, dans la débrouillardise. Parce qu'elle n'a rien à faire qu'elle fait ça. Elle préférait faire autre chose. Donc, c'est bâtir une économie suffisamment forte pour qu'il y ait un maximum d'emplois. C'est pour ça que je suis pour qu'on repense le pays, qu'on mette la capitale à Yamoussoukro, ne serait-ce que ce déménagement-là est créateur d'emplois. Amène d'autres villes et d'autres activités ailleurs dans le pays. Fait baisser la pression des prix sur Abidjan. Donc, vous gagnez, pour vous qui êtes sur Abidjan, en pouvoir d'achat. Donc, c'est repenser le pays par rapport aux déchets, repenser l'urbanisme. Et j'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on soit obligé d'aller faire des appels d'offres pour chercher des partenaires internationaux pour gérer les ordures? C'est des choses qu'on savait faire à l'époque, ne serait-ce qu'avec la CITAF. La Côte d'Ivoire a su faire, elle ne sait plus faire. On doit pouvoir, là où on peut s'adjoindre une assistance extérieure pour les déchets d'ordures, c'est quand vous voulez transformer ces déchets-là en gaz. Là, oui, vous pouvez aller chercher une expertise ailleurs. Mais toutes les villes doivent avoir une déchetterie. Toutes les villes de Côte d'Ivoire, de façon imposée dans le cahier des charges, doivent avoir une déchetterie et un système de ramassage d'ordures quotidien. Moi, j'avais instauré ça à Dabakala. Et on avait demandé à la DGI de mettre en place une taxe d'habitation et faire en sorte que j'avais négocié ça avec la coopération allemande et la Banque mondiale. Ça a tenu pendant 1 an où ils ont préfinancé. Et après, pour la taxe d'habitation, la DGI a tellement tergiversé, ça a tellement duré qu'on n'a jamais pu mettre ça en place. Et c'est normal. Salubrité, les villes, la gestion des villes tourne autour de la salubrité et de l'hygiène. Donc on ne peut pas faire ça. Monsieur le Président, je suis Ange Adi du journal Le Parchemin. Journal Le Parchemin. Ok. Dans une interview, vous avez dit que si les résultats de la convention ne vous sied pas, vous allez les rejeter. Non, je n'ai pas dit si les résultats. Si la convention. Si les conditions. Si les conditions d'organisation. Voilà. Si les conditions ne sied pas, vous allez donc rejeter les résultats. Non, pas rejeter. Non. Il faut être précis dans ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement que je me soumettrai aux résultats si c'est fait de façon transparente dans toute l'orthodoxie qu'il faut. Mais si jamais la convention est organisée avec des trucages, des magouilles, je vais revoir ma position. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Ok. Alors, maintenant, c'est plutôt inquiétant
quand la dernière interview du président du parti, il a dit les résultats sont connus d'avance. Pour quelqu'un qui organise des élections, on ne dit pas ça. Et comme vous avez déjà précisé la question, je vais passer à la deuxième question. Vous serez probablement candidat à l'élection présidentielle et le HDP se targue d'avoir de faire du nord de sa chasse gardée de l'électorat. Donc, ça veut dire que si vous voulez gagner les élections, il faut que vous fassiez des résultats importants au niveau du nord. Est-ce que déjà vous avez une équipe à même de vous permettre de gagner un électorat plus large au nord? Parce qu'au sud, vous allez tous partager les mêmes électorats. Je vais vous dire, je les ai battus une fois, je vais les battre une deuxième fois. C'était au nord, où le président Ouattara a gagné à l'époque à plus de 90%. Je les ai battus là-bas. Et bien, hein. Pas un peu bien. J'ai eu en face de moi 6 ou 7 ministres qui sont venus soutenir le candidat, tout. Ils ont mis une somme extraordinaire. Ils ont payé 4 voitures, tout ça. J'ai fait maison par maison, cours par cours. J'ai gagné les élections. Voilà. Vos interventions. Je vais les battre proprement. Je rappelle que c'est une conférence de presse. Uniquement les journalistes sont autorisés à poser des questions. Donc, une certaine opinion vous qualifie déjà de Donald Trump ivoirien ou Donald Trump de Côte d'Ivoire. Parce que vous mettez en avant le protectionnisme des Ivoiriens avant tout. Voilà encore un bon slogan de campagne. Est-ce que ça va être bien compris dans la sous-région? La Côte d'Ivoire va vers l'isolement ou bien va vers une cohésion avec les États voisins? Et là, je parle de bon voisinage. Moi, j'ai pas de problème avec les voisins. Il faut savoir que les voisins eux-mêmes sont très nationalistes. Vous pouvez avoir un Nigérien chauffeur de taxi à Abidjan, mais vous n'avez pas d'Ivoirien chauffeur de taxi au Niger. Malheureusement, c'est comme ça. L'Ivoirien est le plus ouvert. Et moi, je veux faire en sorte que l'Ivoirien soit plus fort chez lui. Il y a aucun mal à cela. Ça va pas empêcher les autres de venir travailler chez nous. Mais le fonds souverain que je veux faire, c'est pour aider les Ivoiriens et les entreprises ivoiriennes. Pas pour aider une autre entreprise qui vient d'ailleurs. C'est ce que je dis. Et personne ne pourra venir me le reprocher. Je peux aller plus loin. Parce que nous sommes au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. On ne peut pas discriminer. Mais par contre, je peux octroyer des faveurs en disant que vous, entreprise ivoirienne, 100% ivoirienne, vous pouvez payer tel montant au niveau des bénéfices industriels et commerciaux. Ok, c'est discriminatoire par rapport aux autres, mais il peut corriger. Il peut corriger à partir du moment où il va mettre 33% de capitaux ivoiriens dans son entreprise si c'est un investisseur étranger. Avec un droit de préemption à l'ivoirien quand il rachète l'entreprise, si le propriétaire part. À ce moment-là, il bénéficie également d'un avantage fiscal. C'est tout. Je ne réinvente pas l'eau chaude. Hein. J'ai appris ça dans tout le monde que je parcours. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nationalisme économique ailleurs et que nous, on ne l'a jamais fait. Avec Bion, ça va changer. Vous avez été ministre, vous avez aujourd'hui, en 2024, vous avez un jugement de valeur à porter sur 60 millions. Oui, bien sûr. Quel est ce jugement de valeur? Moi, je dis qu'il a fait des choses. J'ai même dit une fois que nous avons une Formule 2, mais moi, j'en ferai une Formule 1. Je peux mieux faire. Hein? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. On n'a pas attaqué la corruption, on n'a pas fait la réconciliation nationale. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, tout ce que je dis que je vais faire, là, c'est ce qui n'est pas fait. Qu'est-ce qu'il a bien fait? Bon, au niveau des infrastructures, il y a eu des infrastructures de construites, hein, quand on avait pas mal de retard. Donc, c'est le plus visible. Voilà. Merci. Charles Babé. Monsieur le ministre, la question sera un petit peu... Est-ce que vous êtes l'homme le plus riche? Ça, j'en suis pas sûr. Non, j'en suis pas sûr. Sauf qu'on est les plus transparents. Je peux vous dire une chose, on est le groupe qui paye le plus d'impôts. Et parfois, ça m'inquiète.
Non, non, non. Oui, mais parce qu'on est dans des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Quand vous êtes en plantation de palmiers ou d'EVA, tout de suite, c'est beaucoup de personnes. Mais je pense que le jugement le plus crédible, ce serait par exemple qu'on embauche un peu moins d'1 millier de cadres. Ça, oui. Parce que ça c'est des personnes à haut revenu. Donc oui, c'est assez révélateur. Quand je parle d'autre chose en quoi? Non, je dis je suis pas sûr. Non, parce que, non, pourquoi je dis ça? Je dis parce que nous, on est plus transparents. Donc, on est connus. Mais il y en a plein qui sont cachés là-bas, qui ont plein de revenus, qui ne sont pas déclarés. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Parce que Forbes reste sur ce qui est transparent, ce qui est chiffrable. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas chiffrables et qui sont... Vous savez, il y a des gens qui vivent dans une économie parallèle où il y a beaucoup de choses qui sont vendues en cash, qui ne payent pas les impôts qu'il faut payer et tout ça. Nous, on est tellement transparents que bon, tout est connu. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit que je serai transparent, pour que les Ivoiriens sachent tout. Attention, hein, je sais où je vais, justement. Monsieur le ministre, clairement, vous sentez-vous aujourd'hui trahi ou sous-estimé par vos partis avec l'avènement de M. Tidjara? Non, pas du tout. C'est juste certaines personnes, et encore une fois, je le dis, hein, certaines personnes qui induisent le président en erreur et qui ont fait beaucoup de choses non recommandables pour qu'il arrive là. Likawe a dit un peu. Lui, il a été blessé. Lui, il peut dire qu'il a été trahi. Parce que lui était candidat. Moi, je n'étais pas candidat à la présidence du parti. Il ne faut pas oublier ça, je n'étais pas candidat. Si j'avais été candidat, ça allait être autre chose. Mais lui, avec tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait pour le parti, et qu'on lui dise non, tu as un risque, tu es sous contrôle judiciaire, c'était n'importe quoi. On a éliminé toutes les candidatures possibles et inimaginables pour que n'avoir qu'un seul candidat. Et ça, c'est quelques vieux là qui se sont mis dans cette magouille-là. Et je le dis sans détour. Les repéros, voilà. Non, c'est lui qui passe la parole. Monsieur le ministre. Union, discipline, travail. Monsieur le ministre, vous avez été ministre sous le président Alassane Ouattara, je crois qu'à ses débuts, quand il a accédé au pouvoir. Vous avez été ministre du Commerce. Et aujourd'hui, vous dénoncez le tribalisme. C'est maintenant que vous le découvrez, alors que dès ses premières nominations, je vais vous dire, déjà aux yeux. Je vous ai dit que quand je suis arrivé, mon ministère était la photographie de la Côte d'Ivoire. À votre avis? Non. Vous avez une ambition pour la Côte d'Ivoire. Non. À votre avis. Au moment où j'étais au gouvernement, oui. Au moment où certains n'avaient que des gens pratiquement de leur village. Moi, j'ai enlevé Bakayoko pour mettre Oulaï. Bon, je l'ai fait, moi. Moi, c'est du concret, c'est du pratique. Donc ça, c'est vérifiable. L'organigramme existe. Vous pouvez aller voir. Il y a même Gauze qui m'a dit, non, pardon, ne fais pas ça, parce que je dis personne ne pourra me dire le contraire. Donc moi, je l'ai fait physiquement. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vous opposer. Opposer à quoi? S'il te plaît, Eden. Le meilleur. Mais je l'avais déjà dénoncé, moi. Attention, hein. J'ai déjà dénoncé. À Charles, avant de rentrer au gouvernement. J'ai dénoncé dès le CDD. Et ça, c'est filmé, c'est enregistré, tout. Oui, allez-y, madame. Alors, bonsoir, mon président. Je représente madame Chagas, administratrice de la page TikTok officielle du président Jean-Louis Dion. Alors, il y a une question qui revient à chaque fois. Là, nous sommes en même temps sur un panel. Une question qui revient, c'est la question du genre. Les internautes aimeraient avoir votre avis sur la question du genre. Merci. Bon, la question du genre, également, je l'ai dit. Quand je formais mon cabinet, j'ai dit que je veux l'équilibre en genre. Et quand, vous savez ce que c'est que le comité restreint? Le comité restreint, c'est le comité qui valide les organigrammes des ministres, de chaque ministère. Et au comité restreint, j'étais le premier à présenter un graphique avec les différentes directions et l'origine et le genre des cadres. Et j'ai même dit, je n'ai pas suffisamment de femmes, et il va falloir favoriser la promotion des femmes cadres au niveau des directions du ministère. J'ai même attendu que les femmes se libèrent de leur position pour venir les prendre, ressources humaines et direction juridique du ministère. C'était deux grosses directions, et je les ai données
à des femmes. Moi, j'ai eu comme chef de cabinet une femme. J'ai mis des femmes partout autour de moi. Donc, question genre, quand j'ai quitté la direction de CIFCOM pour aller au ministère, c'est une femme qui est directeur de CIFCOM aujourd'hui. Donc voilà. Donc, désolé de vous interrompre, c'est plutôt la liberté du genre. Ça veut dire quoi la liberté du genre? La liberté du genre, oui, plus explicite. Non, ça, là c'est pas le genre. Oui. Là, vous parlez d'orientation sexuelle. C'est pas pareil. Je vais vous dire, au niveau de l'orientation sexuelle, arriver à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, en Occident ou dans certains pays, ça va être difficile chez nous pour l'instant. La question du mariage homosexuel, vous la présentez à l'Assemblée aujourd'hui, ça va être rejeté très vite. Donc moi qui suis président même de la Commission des affaires sociales et culturelles, je peux vous dire que c'est jamais parvenu à mon niveau. Et que même le représentant du PNUD qui est venu parler de ça, les débats ont été houleux. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut vouloir être tolérant à outrance. Sur le plan légal, ça passera pas pour l'instant. Je peux pas aller contre la majorité. Monsieur le ministre, oui, je vais vous poser deux questions à polémique. Alors, la première, c'est que vous avez estimé sur le plateau de NCI, pour ne pas citer un confrère, que le président du PDCI ne connaît pas suffisamment la Côte d'Ivoire, ses enfants n'ont pas fréquenté les écoles du pays. Pouvez-vous nous dire, en face des Ivoiriens aujourd'hui, dans quelle école ivoirienne ont fréquenté vos enfants? Ni de Cocody, ça a commencé par le nid de Cocody. Ensuite, Lamartine, à Abidjan, lycée français, c'était en Côte d'Ivoire, tout ça. Et combien coûte le pain en Côte d'Ivoire? Le quoi? Le pain. 150. La baguette. Oui. Non, mais attendez, vous parlez à un commerçant. Non, mais. 875 de prix de super. Vous savez combien coûte le gasoil? Non. Non. Non, 715. Voilà. Monsieur le ministre, oui. Dernière question, s'il vous plaît, précise. Bon, on va revenir sur la corruption. Comment combattre non, ça je l'ai dit. J'ai répondu déjà. Est-ce que vous avez déjà un shadow cabinet comme c'est le président? Non. Si tu veux, tu peux solliciter. Vous pouvez solliciter une interview après. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et à la suite de sa question, je vais rajouter. Monsieur le ministre, vous traitez les collaborateurs qui sont des cadres du PDCI, de M. Tam de Ropero. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière inélégante de faire la politique? Ce sont les mêmes qui ont dit que je n'ai rien fait pour le parti. Et attention, je n'ai pas traité les cadres du parti de Ropero. J'ai dit certains, une bande. Ils se connaissent. Ils se sont même auto-dénoncés. Mais celui qui ne se sent pas concerné n'a pas parlé. Moi, je suis PDCI. Je suis entouré de cadres PDCI, avec des milliers de cadres du PDCI. Ils ne se sont pas sentis concernés. Ceux qui se sont sentis concernés, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils ont créé quelque chose de mauvais, comme dit Didi B. La question sur le point de... Non, merci. Non, mais ils sont... Non, il y a des relations avec la France. Non, mais oui, ça, ok. Oui, ça, c'est un sujet. Non, mais attendez, arrêtez de me parler de shadow cabinet. J'ai un cabinet, j'ai des équipes qui travaillent, j'ai des experts dans le monde entier qui travaillent. Il y en a qui sont en Asie, il y en a qui sont au Moyen-Orient, il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont ici, et l'essentiel en Côte d'Ivoire. Des gens bien formés, des ingénieurs, des polytechniciens, tout ça. J'en embauche même. Donc j'ai ce qu'il faut pour ça. Je demande, s'il vous plaît, c'est fini. Non, je n'ai pas mon gouvernement encore. Le temps qui nous était imparti est achevé. Non, il y a le côté France-Afrique et puis, oui. Je travaille pour un média en ligne. Ok. Merci.
Monsieur Jean-Louis, dans le déroulé de vos propos tout à l'heure, vous avez mis un accent sur l'industrialisation, vous avez parlé de la lutte contre la corruption, la parité dans le genre, mais tout ce socle ou ces entrées ne peut pas être possible sans une éducation véritable. Quel est aujourd'hui le projet au plan éducatif que vous proposez aussi? Depuis la petite enfance jusqu'à l'université, tout doit être vu. Ça c'est très simple. Et je vais aller plus loin. Quand je pense à Singapour ou à la Corée, où moi je suis en contact avec les leaders de là-bas, les mieux payés sont les gens de l'éducation nationale. Les mieux payés sont ceux de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que, bon, si vous commencez par une bonne éducation, vous avez plus de chances de réussir. Donc, côté éducation, je le dis, quand on quitte la Côte d'Ivoire pour aller trouver réponse ailleurs à ses préoccupations, il faut que on se dise, j'ai déjà ça en Côte d'Ivoire. Si je vais, c'est pour une autre raison. Voilà. Et ça va être pareil dans l'éducation, dans la santé et tout ça. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous les futures relations avec la France, ancienne puissance colonisatrice? Est-ce que ça sera de la soumission ou de la collaboration? Quand vous me regardez, est-ce que je suis quelqu'un qui est soumis? Moi, je suis allé jusqu'à l'Élysée me plaindre de Vincent Bolloré à l'époque. Jusqu'à l'Élysée. On a même dit que j'étais anti-français. Donc, eux, ils savent qu'avec moi, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Tout simplement. Et je le dis, hein, que ce soit avec tel, moi, c'est l'Ivoirien que je veux favoriser. Il n'y a aucune honte à ça. Je veux que ce soit l'Ivoirien qui soit fort. C'est tout. Et quand je dis que dans des pans entiers de notre économie, dans tous les pans, il faut qu'il y ait un Ivoirien fort là-bas. C'est pas normal qu'on soit absent dans des pans entiers. Si ça doit être revu, ce sera revu. Je le tâche pas, je le dis clairement. Hein? Ça, je le dis sans détour. Et personne ne pourra jamais me reprocher ça. Personne. Parce que je les ai vus faire pour eux. C'est tout. Hein? Faut pas croire. Hein? On a tous des carnets d'adresse. J'ai un carnet d'adresse. Celui qui est là, même jeune, j'ai vu Chirac déjeuner chez moi. Je vous dis la vérité. C'était un pote à mon père. Donc, ensuite, la suite, tout ça. J'étais très proche de quelqu'un comme Alain Juppé. C'est pas le problème. On a des carnets d'adresse. Mais on n'en parle pas. Hein? Parce que c'est pas votre carnet d'adresse qui va construire le pays. Il faut attendre de nous-mêmes. Si on ne fait pas, on n'aura rien du tout. Il ne faut pas attendre de l'extérieur qui viennent gratuitement développer le pays pour vous. Ça, c'est nos idées, c'est nos initiatives, c'est notre labeur et c'est les politiques qu'on mettra en œuvre pour nous-mêmes qui vont faire en sorte qu'on va se départir de l'aide et de la dépendance des autres.